Donc, bonjour à tous, bienvenue aux personnes qui sont présentes ici. On se retrouve aujourd'hui pour un webinaire d'à peu près 45 minutes pour apprendre à ajouter une fonctionnalité sur PrestaShop. L'objectif de ce webinaire va être de vous aider à comprendre la structure de PrestaShop, comment il est réalisé, sur quelle architecture il se base, pour que vous puissiez être capable de modifier vous-même le code, de pouvoir ajouter vos fonctionnalités, de pouvoir ajouter des éléments sur l'affichage, toutes sortes de modifications, pour que finalement, ces modifications-là, vous puissiez les créer sous forme de modules pour pouvoir soit les réutiliser sur d'autres projets, soit pour pouvoir les vendre. Nous allons donc passer par différentes étapes. La première, pour faire une présentation brève de ce qu'est PrestaShop, pour reprendre les éléments clés et les informations principales. Et ensuite, on va travailler sous la forme de travaux pratiques. C'est-à-dire qu'ensemble, on va réaliser une modification. Et enfin, cette modification-là, on va la transformer en module. L'objectif ici, c'est vraiment de faire de la pratique et le moins de théorie possible. Et enfin, on aura un moment d'une dizaine, quinzaine de minutes pour pouvoir répondre aux questions. Comme vous pouvez le voir sur live, les informations, je n'ai pas de chat du coup sur le YouTube, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur LinkedIn, à m'envoyer directement vos messages. Vous avez le lien en haut à gauche de votre écran. Et voilà. Donc voilà, donc je vous dis bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Pierre Belin. Je suis actuellement freelance développeur sur différents CMS, c'est-à-dire sur PrestaShop et sur WordPress. Plus globalement, ça fait à peu près 1 an et demi que je travaille sur PrestaShop. J'ai travaillé 1 an en agence web spécialisée sur PrestaShop et depuis 6 mois, je suis à mon compte. Je travaille sur différents projets. J'ai pu notamment travailler pour le site de l'Elysée, pour des sites qui réalisent des chiffres d'affaires à peu près 5 ou 6 chiffres mensuels, donc c'est des gros sites. Et mon travail chez eux, c'est d'améliorer le process de PrestaShop, de créer des modules qui correspondent exactement à leurs besoins, de récupérer leurs besoins et de transformer ça sous forme de modules. Pour commencer, découvrons brièvement qu'est-ce que PrestaShop, qu'est-ce que ce CMS. Donc ce CMS, c'est un CMS spécialisé sur le e-commerce qui est open source. Retenez bien ça, on reviendra tout à l'heure sur l'open source, qui est français, qui a été créé en 2008, donc, si je me souviens bien, par des étudiants d'Epitech. Actuellement, donc en 2019, on avait plus de 300 000 utilisateurs et plus d'1 million de membres, donc de personnes qui l'utilisent, de personnes qui travaillent dessus, qui l'utilisent pour leur propre site, etc. Ce qui fait une communauté qui est vraiment énorme en France. C'est, alors on ne peut pas dire de bêtises, il me semble que c'est le premier CMS e-commerce en France. C'est vraiment là où il a percé. Et vous avez notamment d'autres concurrents comme Shopify, surtout sur les États-Unis, et pour ceux qui utilisent du WordPress, du WooCommerce, ce genre d'outils. Actuellement, on est à la version 1.7. Donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'on change de deuxième chiffre sur PrestaShop, c'est qu'on change de version. Donc vraiment, quand on passe de la 1.6 à la 1.7, on a un énorme changement. Et là, actuellement, donc on a eu un gros changement sur la 1.7 il y a un peu plus d'1 an. Voilà. Voilà pour le récapitulatif de PrestaShop. On ne va pas passer plus de temps là-dessus. Et on va commencer à faire nos premières modifications sur PrestaShop. Dans un premier temps, on va découvrir ensemble l'arborescence de PrestaShop. Donc pour ceux qui ont déjà ouvert un PrestaShop, vous pouvez le voir, on a énormément de dossiers ici, ça en fait quand même un paquet. Il y en a à peu près plus d'une vingtaine, je dirais 25, qui contiennent différentes informations. Mais les principaux sur lesquels on va se concentrer sont les 3 suivants. Le premier va être le class. Donc le class va contenir les objets métiers. Les objets métiers, pour ceux qui sont dans le dev, c'est des objets normaux. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est ce qu'on peut représenter par une entité. En gros, ça va être un objet, c'est vraiment comme un objet dans la vraie vie, c'est-à-dire un élément auquel on va pouvoir mettre des caractéristiques. Je vais prendre un exemple simple. Un client, un customer, c'est une classe objet. Un produit, c'est une classe objet. Pourquoi? Parce que sur le produit, on va pouvoir retrouver un nom, une référence, un titre. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une classe. Ensuite, on va décorréler ça à des contrôleurs qui sont finalement les écrans. Ça va être ce qui va permettre en fait d'afficher des éléments. Je vais reprendre un exemple. On peut avoir notamment l'écran de commande. Donc l'écran order qui va se décliner sous différents points. La partie front qui sera celle qui sera affichée à l'utilisateur et la partie admin qui sera quant à elle sur le back-office. Pour décorréler, on a vraiment la partie order qui va être la partie
pour la commande, lorsque l'utilisateur va rentrer ses informations personnelles, ses adresses, valider son paiement, etc. Là, on est sur du front. Et nous, de notre côté, lorsqu'on va être sur regarder le récapitulatif de commande ou la modifier, là, on va être du côté admin. Pour décorréler ça, il faut bien prendre en compte que là, on parle en termes de contrôleur et on va parler en termes d'écran. Voilà, qui est vraiment différent de la thème classe. Et enfin, on va avoir le dossier source, qui est le dossier d'implémentation de Symfony. Il faut savoir que depuis la version 1.7, PrestaShop a commencé à intégrer Symfony sur son moteur, à lui, et on a vraiment cette partie décorrélée, c'est-à-dire le class contrôleur qui était ce qu'on avait avant sur la 1.6 et qui est encore en partie présent, et une partie source qui a été transformée en Symfony et qui n'a plus du tout la même manière de travailler. Donc nous, on se concentrera exclusivement sur les classes et contrôleurs dans un premier temps, et plus tard, peut-être pour un autre webinaire, on se concentrera sur cette partie source. Donc maintenant qu'on sait comment se structure l'architecture, c'est-à-dire où sont globalement mis les différents fichiers, on va essayer de trouver le bon. Pour revenir dessus, on a énormément de classes, on a énormément de dossiers, et on va vraiment se concentrer sur la classe que l'on retrouve ici, sur le contrôleur que l'on retrouve ici, et sur le source que l'on trouve ici. Tous les autres, ça va être notamment de la traduction des mails, ça va être les modules qui ont été installés, ça va être des thèmes. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire de modification là-dedans, je dis simplement que la principale modification qu'on va pouvoir apporter en termes de fonctionnement et non pas en termes d'affichage ou de mail va se trouver dans la classe et dans le contrôleur. Donc maintenant, on va essayer de se poser les bonnes questions. Comment on va pouvoir trouver où faire notre modification? Donc la première question qu'on va se poser, c'est quel est l'impact de ma modification? Est-ce que je vais modifier un écran ou est-ce que je vais en modifier plusieurs? Imaginons que je veuille afficher devant que je veuille avoir un prix maintenant qui contienne que plus de chiffres après la virgule. Ça pourrait être quelque chose qu'on met en place, je ne dis pas que ça a du sens, ça pourrait. Donc là, on va principalement être sur un écran. Si on veut, sur la liste de tous les clients, rajouter une colonne, là, on va être sur un écran. Donc lorsqu'on veut modifier un écran, principalement un écran, on va essayer de trouver notre information dans le dossier contrôleur, qui est relatif aux écrans. Lorsqu'on veut, par exemple, ajouter un code de parrainage, là, on va commencer à toucher à plusieurs écrans. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir notamment pouvoir modifier le code de parrainage dans le back-office, on veut vouloir afficher le code de parrainage dans le front, sur le compte utilisateur, on veut potentiellement le mettre sur le tunnel d'achat pour pouvoir avoir des réductions, etc. Donc là, on va commencer à toucher à plein d'écrans, et lorsqu'on touche à plein d'écrans, on va très certainement toucher à une classe. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va devoir faire des modifications à la fois sur une classe et à la fois sur ces écrans. Pour reprendre l'exemple du code parrainage, notre classe client, qui contient les différentes caractéristiques qu'on a actuellement, donc nom, prénom, email, va avoir une nouvelle caractéristique qui va être le code de parrainage. La deuxième question qu'on peut ensuite se poser, c'est est-ce qu'on va toucher à un élément ou est-ce qu'on va toucher à une liste? Je vais prendre un autre exemple. Lorsqu'on veut modifier les informations qui sont affichées lorsqu'on trie par catégorie, ça ne va pas forcément être lié au produit. Ça peut être lié à la catégorie, à la chose qui englobe. Donc là, on est aussi sur un autre système. Et enfin, est-ce que c'est de l'affichage client ou est-ce que c'est de l'affichage back-office qui peut nous définir, de nous dire est-ce qu'on va travailler sur les contrôleurs front ou est-ce qu'on va travailler sur les contrôleurs admin. Et on va donc commencer tout de suite avec notre premier cas qui va être de modifier PrestaShop. Donc j'ai choisi exprès un exemple qui va être simple pour montrer la logique, la manière dont on va travailler. Donc, je ne dis pas que ça a forcément de l'intérêt ce module-là, quoique on l'a déjà installé chez des clients et ça peut avoir un intérêt vous pour faciliter la gestion de vos commandes. Donc là, on va le prendre le problème à l'envers. On veut que sur l'écran des commandes, on n'affiche plus 20 clients, plutôt 20 commandes, mais on veut en afficher simplement 5. Donc pour ça, on va prendre, du coup je suis sur un PrestaShop de test, voilà, qui est le mien, et donc avec des fausses commandes, voilà, pour faire notre cas de test. Et ce qu'on veut ici, c'est ne plus avoir à afficher 50, 20, 100, 300 commandes, mais on veut rajouter un chiffre. On veut par exemple dire qu'on souhaiterait afficher seulement 5 commandes, 10 commandes, ou dans un autre cas, dire que par défaut, on voudrait en afficher 100, ou 300, ou 500. Voilà, ça dépend vraiment de votre volume.
Je sais que lorsqu'on l'a installé de manière générale, on passe automatiquement à 100, qui peut être aussi un point intéressant pour vous. Donc où est-ce qu'on commence? On reprend les questions tout à l'heure. On est sur du back-office, c'est-à-dire que cette information-là ne va pas se retrouver dans le front. On est sur une liste, donc là ça va être très certainement un peu différent. Et ça concerne potentiellement qu'un seul écran. Parce que là, cet affichage-là, je le veux que pour cet écran. Voilà. Donc comment on va fonctionner? Dans un premier temps, on sait que c'est sur cet écran-là qu'on veut modifier les choses. Donc on va regarder l'URL sur laquelle on se trouve. Donc là, on sait qu'on est sur admin orders, donc il y a de grandes chances qu'on se trouve sur le contrôleur admin orders. Donc on va checker ça tout de suite. On va aller dans les dossiers controllers. Hop, je l'avais déjà ouvert. Donc on a admin et front comme on a parlé tout à l'heure. Donc là, on sait qu'on est sur du back. Donc on va aller sur la page admin et on va chercher un contrôleur qui s'appelle admin orders. Donc il faut savoir que par nomenclature, tous les fichiers controllers finissent par contrôleur à la fin. Et donc là, j'ouvre un admin contrôleur. Donc si je veux vérifier que je suis bien dans le bon fichier, de manière générale, ce que je vais pouvoir faire, c'est d'associer est-ce que là, je vais bien au bon endroit. D'accord? Là, on estime qu'on est sur le bon fichier, on est bon. Ce qu'on peut essayer de faire, alors hop, je vais le faire avec vous, c'est de modifier directement ça et de relancer. Pour voir si on va toucher ou pas le constructeur. Hop, donc là, ça nous retourne une page blanche. Donc, globalement, je peux en déduire que je commence à toucher au bon fichier. Pourquoi? Parce que je suis sur admin controllers, ici. Je suis dans le constructeur, c'est-à-dire que je suis dans la fonction qui va initialiser mon admin orders et je décide de le supprimer, c'est-à-dire je décide de tuer le process et j'ai bien plus rien qui s'affiche. Donc, ça, c'est une manière pour nous de dire oui, je commence à accéder au bon endroit. Ensuite, on va essayer de chercher des informations sur l'affichage. Est-ce qu'on a des données qui nous permettent ou non de définir où est-ce qu'on en est? Donc là, je vais par exemple décider d'afficher ce qui se passe ici et d'essayer d'en tirer des informations. Donc on voit très bien que là, on n'a pas énormément d'informations. On sait qu'on a quelque chose qui s'appelle bouton, drop-down, quelque chose qui s'appelle pagination. On peut essayer de commencer à chercher en fait des éléments qui ressemblent, c'est-à-dire pagination, on a order, donc order pagination par exemple, hop, qui nous donne rien. L'autre élément sur lequel on peut remonter, c'est de se dire qui va envoyer cette information-là. Donc là, on peut se décider de dire hop, on remonte les éléments un par un, hop, et là, on arrive à se dire j'ai un formulaire qui va envoyer les données. Donc potentiellement, si j'arrive à récupérer ça, je vais pouvoir avoir des informations. Donc comment je vais faire? Je vais surveiller l'appel qui est envoyé à PrestaShop. Donc je vais aller dans Network. Ici, Network, c'est l'élément qui permet en fait de récupérer toutes les données qui sont envoyées depuis mon navigateur. Et je vais décider de changer le nombre d'affichages pour mettre par exemple 100. Et là, on a bien une requête qui a été envoyée. Sur cette requête-là, on va pouvoir essayer de trouver des informations là-dessus, de se dire où est-ce qu'on en est, est-ce que, hop, je la récupère, parce que la page s'est mise à jour, est-ce que j'ai des informations ici qui peuvent m'aider? Donc je suis bien sur le bon contrôleur, est-ce que j'ai des choses qui ont été envoyées, le nombre de pages, select, etc. De manière globale, ici, on a très peu d'informations. On sait que order pagination, ça va vraiment être l'information tout à l'heure qui va nous servir, mais bon, on a peu de choses, c'est-à-dire que si on cherche ici, on n'a rien. Alors là, pour pouvoir aller plus loin là-dessus, il va falloir comprendre un peu comment se gère PrestaShop. C'est-à-dire qu'un contrôleur, de manière générale, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire de la logique et ensuite rendre un affichage. Cet affichage, il peut être multiple. Il peut être soit de l'affichage de formulaire, soit de l'affichage en mode vue, soit de l'affichage en mode liste. Et pour ce faire, on va aller chercher ce qu'on appelle les renders. Donc c'est les fonctions dont je viens vous parler. Donc là, j'ai une première render form. Cette render, elle nous permet en fait d'afficher un formulaire. Jusque-là, ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche. J'ai un deuxième render, ça c'est un render list. Donc ça, c'est une information qui me dit que je vais retourner une liste. Donc potentiellement, ça peut être ce qu'on cherche. Et enfin, j'ai un render KPIs. Bon, ça n'a pas l'air d'être ce que je cherche. Et j'ai un render views. Donc potentiellement, ça pourrait être l'un ou l'autre. D'accord? Donc une des méthodes qui va vous permettre de savoir si vous êtes toujours au bon endroit, c'est d'utiliser le die.
je vous le conseille, c'est vraiment ce que j'utilise moi de manière générale quand je suis à la recherche d'informations. C'est-à-dire que j'estime que potentiellement ça peut être à cet endroit, mais j'en suis pas sûr. Quand j'en suis pas sûr, je mets un die dans la fonction si l'affichage se fait normalement, c'est-à-dire qu'en fait je ne suis pas passé au bon endroit. Donc là, à contrario de ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a mis le die où on avait l'écran qui s'est coupé, là, on a tout qui s'affiche. Du coup, ça veut dire qu'on ne passe jamais ici. Donc ça réduit un peu le champ des possibilités qu'on avait tout à l'heure sur les renders. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on peut tenter le list. Parce que parmi les différents affichages, c'est celui qui nous semblait être le plus cohérent. Hop. Donc on met le fichier, on sauvegarde bien. Et là, est-ce que j'ai quelque chose qui s'affiche? On va pouvoir le voir tout de suite. Hop, là j'ai un écran blanc. Donc, j'en déduis que je suis arrivé au bon endroit. Donc ça demande un petit peu au début quand même de connaissances, donc il faut quand même se renseigner un peu sur ce que tout fait. Mais de manière générale, vous avez tout le temps les mêmes patterns. Quand vous avez un render, c'est que vous allez avoir de l'affichage. Et de manière générale, quand vous avez un affichage, vous allez avoir du render. C'est assez bien fait là-dessus, PrestaShop, donc n'hésitez pas à vous référer là-dessus. Donc là, on sait que je suis au bon endroit, et on va essayer de chercher des informations sur la pagination. Donc le code est assez court, on n'a pas grand-chose, on a un isSubmit, c'est-à-dire est-ce qu'on a envoyé cette donnée-là. Bon, tout à l'heure, on a fouillé, on n'avait pas l'impression de l'avoir envoyé, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc on regarde ce qui a été envoyé ici dans Headers. J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc pas du tout. Donc je me dis, ça, potentiellement, ça ne me concerne pas. Donc tant mieux. Par contre, la seule fonction qui reste, c'est ici, parent renderList. Et là, on peut se dire, potentiellement, ça peut être là-dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la fonction renderList et on va chercher quelle est la classe, de quelle classe dérive, étant notre admin orders controller. Et il s'étend de la fonction, de la classe admin controllers. Donc cette classe-là se trouve ici, dans classe, controller, admin controllers. Pour le chercher, vous pourriez tout simplement cliquer dessus, hein. Hop, faire CTRL-clic comme vous avez l'habitude avec votre IDE principal, à vous de voir. Et ça vous permet d'arriver ici. Et on va donc chercher notre fonction renderList, qui est quand même celle qui nous intéresse. Sur cette fonction de renderList, on lit les informations, et on a des informations qui nous intéressent, tout simplement celle-ci. Alors je ne vous casse pas que c'est un module que j'ai déjà fait, donc je le maîtrise quand même, mais vous pouvez vous-même le déduire que là, on a quand même des informations sur de la pagination et de la pagination par défaut. Globalement, ça pourrait être quelque chose qui est très intéressant pour nous. Donc on va essayer de chercher où est-ce que cette pagination est définie. Et pour ce faire, on va la chercher. Hop, donc on va remonter tout en haut, parce qu'on va commencer dès le début. Et la première information qu'on a, quand on cherche cette donnée de pagination, c'est ça. Donc on a un premier attribut sur notre classe qui nous affiche ce tableau, et un deuxième qui nous affiche 50. Et là, quand on se rappelle de ce qu'il y en avait au début, on a quand même une liste. Hop, si on permet de refonctionner, on avait quand même une liste qui ressemblait à ça, et notre pagination par défaut, c'était quand même 50. Donc là, on peut se dire qu'on commence à toucher quelque chose. Donc le moyen pour nous de valider que ce comportement va être bien, ça va être dans un premier temps de modifier le code ici. Et on va prendre notre cas. On va dire potentiellement, moi je veux afficher, donc là, le défaut, donc c'est le nombre par défaut de résultats dans la page, je veux en afficher 5, et ça c'est le choix qu'on a, donc potentiellement je vais devoir le rajouter. Hop. Et je sauvegarde mon fichier. Je vais pouvoir donc actualiser ma page. Hop. Je vais l'actualiser. Tac. Pour pouvoir voir si les modifications que je viens de faire ont un impact ou pas sur le code. On travaille vraiment en tâton un peu tout le long, surtout quand on démarre, parce qu'on a besoin de se rassurer. On a besoin de se dire, est-ce que ce que j'ai fait, ça marche ou pas? Donc là, on valide et on regarde sur l'affichage que, effectivement, on a bien une valeur qui s'est rajoutée. On a bien notre 5 qui a été pris en compte. Donc ça, c'est nickel, ça veut dire que potentiellement, je pourrais en faire afficher 5. Donc si je clique, on va pouvoir valider ça ensemble, je devrais pouvoir faire afficher plus que 5 commandes. Hop, donc j'ai exactement 5 commandes. Donc on a trouvé comment on pouvait faire pour mettre seulement 5 commandes. Par contre, ce n'est pas vraiment le comportement que je voulais, donc je vais remettre à 20. Le comportement que je voudrais, c'est que lorsque j'arrive sur cette page-là, j'ai directement mes 5 commandes qui s'affichent. Donc comment on va faire ça? On va aller directement dans Commandes,
Donc là, je laisse le temps que ça s'actualise. Donc je suis en local, hein, c'est un peu lent. Hop, donc là, j'ai bien mes 20. On est d'accord. Si j'ouvre la page commande, je devrais avoir le résultat que je cherche. Hop. C'est un peu lent. Globalement, vous avez l'idée. C'est-à-dire que là, on a réussi à rajouter un nouvel élément. Hop. Bon, c'est un peu lent chez moi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on va pouvoir continuer sur la suite. Donc là, on a réussi à trouver comment faire pour pouvoir changer notre page. Donc ce qu'on va vouloir faire, par contre, c'est de se dire que on va partir du postulat suivant. PrestaShop, donc c'est même eux qui se décrivent comme ça, est l'une des plateformes e-commerce les plus populaires et l'un des projets open source qui rencontre le plus de succès. Tout à l'heure, j'ai mis en avant le fait qu'on allait reparler du open source et on va en parler maintenant. Pourquoi? Parce que modifier de l'open source, ça implique des contraintes. C'est-à-dire que lorsqu'on va modifier le cœur d'un fichier open source, on ne va plus être capable de le mettre à jour. Pourquoi? Parce que, imaginons qu'on soit à la version 1.5, 1.7.5. On a fait nos modifications et on veut récupérer la 1.7.6. Lorsqu'on va la récupérer, en fait, ça va effacer toutes les modifications qu'on avait. Parce qu'on va repartir de la version cœur de PrestaShop, c'est-à-dire que le fichier était comme il était, on va récupérer comme il est à la version 1.7.6. Or, nous, on l'avait modifié à la 1.7.5, donc on va perdre tout ce qu'on avait. Donc c'est un peu embêtant parce que ça veut dire que ça nous pose le problème suivant. Est-ce qu'on préfère mettre des mises à jour ou alors est-ce qu'on préfère garder notre code? Donc toute cette réflexion a déjà été faite du côté de PrestaShop et c'est nickel. Et il y a donc des solutions qui sont mises en place pour pouvoir éviter de perdre notre code ou du moins de pouvoir faire les mises à jour malgré notre modification de PrestaShop. Je vais vérifier qu'on a récupéré. Hop, on va pouvoir check ça. Et comment ça va se faire? On va utiliser un répertoire dont on n'a pas parlé tout à l'heure qui s'appelle le répertoire Override. C'est un répertoire qui nous permet en fait de mettre des fichiers, c'est-à-dire de surcharger, de modifier des fonctions qui existent dans le cœur sans réellement toucher le cœur. Et PrestaShop va lui-même comprendre que si une fonction existe dans l'override, on prenne celle-là plutôt que celle qui est dans le cœur. Et c'est comme ça que ça va nous permettre de faire des modifications qui vont être pérennes dans le temps. Hop. Et donc pour faire ça, on va le faire tout de suite. Donc comment ça se passe? On va tout d'abord récupérer le fichier dans lequel on a envie de faire notre modification. Donc là, on est toujours dans classe, contrôleur, admin controllers. Pour vous expliquer comment fonctionne le dossier override, on va aller directement dans override, ici. Donc là, vous pouvez déjà remarquer que dans override, on retrouve un dossier classe et un dossier controllers. Et c'est pas si anodin. Tout simplement parce que le chemin pour accéder à votre fichier qui est à modifier, vous allez devoir le recréer ici. Donc moi, dans mon cas, j'étais bien dans classe contrôleur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, classe contrôleur ici. Je vais donc vouloir créer un fichier dans classe contrôleur, ici. Ce fichier, je vais le créer et je vais l'appeler exactement de la même manière, admin controller.php. Tac. Donc là, j'ai créé un nouveau fichier. Mais c'est pas tout. Donc là, on va quand même devoir écrire un petit peu de PHP. Et voilà. Donc là, potentiellement, on est déjà sur la base de comment modifier notre fichier admin controller. Et pour ce faire, vous allez avoir un système qui est le même partout. C'est que si vous voulez créer des fonctions comme ça qui vont modifier un fichier, vous devez reprendre le nom de la classe ici. Hop, fermer, prendre le nom qui est à gauche, le copier-coller à droite et enlever core ici. Et c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on a créé un fichier qui va pouvoir être lu par PrestaShop comme de la surcharge et de la modification de fonctions. Donc on peut modifier des fonctions, mais on peut aussi modifier des attributs. Et c'est ce qu'on va faire. Et on va donc dire que les modifications qu'on a fait tout à l'heure, on les enlève. Et plutôt que de les modifier ici pour qu'elles soient perdues plus tard, on va les récupérer et les mettre dans notre fichier. Hop, ici. Donc jusque-là, tout est nickel. On a récupéré nos fichiers et on va pouvoir faire notre modification ici pour dire je veux rajouter 5 et je veux que par défaut, ça affiche 5. Mais c'est pas tout.
c'est pas tout, parce que pour que les modifications puissent être prises en compte du côté de PrestaShop, donc là ça ne marchera pas, il faut faire deux choses. Il va falloir vider votre cache, donc ça c'est de manière générale quand vous faites du développement web, il faut toujours que vous ayez un outil pour vider votre cache et que vous n'ayez pas activé le cache dans les paramètres de votre PrestaShop. Pourquoi? Parce que si vous avez activé votre cache, potentiellement, c'est votre fichier de cache qui va toujours s'afficher et pas les modifications que vous êtes en train de faire. Et ce serait dommage, parce que du coup, vous travaillez pour rien. Là-dessus, c'est le premier point. Ici, n'hésitez pas à installer ClearCache. Et enfin, on a un dossier important. Hop, ici. C'est classe index. Donc je vais aller vous chercher ce fichier-là, qui est dans var cache dev. Hop, je vous le ferme. Dev ou prod, ça dépend si vous êtes en dev ou en prod. Et ici, classe index. Et en fait, quand on lit ce fichier-là, ça va un peu être la magie de PrestaShop, c'est-à-dire que c'est ici qu'on fait l'association entre un fichier override et le fichier de base. C'est-à-dire que si vous voulez que votre fichier override soit pris en compte, il faut ici lui dire « Oui, j'ai mon fichier override et voilà quelle est la classe sur laquelle il va fonctionner. » Donc plutôt que de le taper à la main, vous pouvez avoir une solution toute simple, c'est de le supprimer. Vous le supprimez, vous n'avez aucun souci avec ça, et il sera recréé par la suite. Et maintenant, on va pouvoir valider que les mises à jour qu'on vient de faire fonctionnent. Donc pour ce faire, dans un premier temps, on va actualiser la page pour pouvoir récupérer les nouveaux nombres concernant le nombre de commandes à afficher. On se retrouve en bas. Effectivement, on a bien 5 qui s'affichent, donc c'est cool. On peut décider d'en afficher que 5. Donc là, dans notre cas, on veut en afficher que 5 pour présenter, mais vous pouvez l'utiliser sur votre propre business pour, par exemple, en faire afficher 150, 200, 70, 80 en fonction du nombre de ventes que vous faites par jour. Voilà. Donc grâce à cet exemple, vous pouvez donc maintenant être capable de faire des modifications sur PrestaShop et de les enregistrer au bon endroit, c'est-à-dire dans le dossier override, pour pouvoir faire des modifications qui n'impacteront pas les mises à jour de PrestaShop.